Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Aujourd'hui, nous sommes mardi, le 2 juillet 2024 et nous sommes rendus à l'épisode 230 du podcast. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, en fait, ça va être un épisode très concentré sur la bourse. Donc, je vais vous parler en fait premièrement de mes deux derniers achats pour mon portefeuille. Je vais vous parler des deux titres en question, expliquer un peu aussi mon raisonnement derrière l'achat de ces deux actions-là. Et je vais terminer l'épisode en vous expliquant pourquoi, à mon avis, il y a autant d'opportunités d'achat présentement, malgré le fait que l'indice SP500 et le Nasdaq sont présentement pas loin de des niveaux records. Donc, je vais commencer tout de suite par mon premier achat. Et je pense que tout le monde qui suit le moindrement le podcast a pu déjà deviner que la semaine passée, vendredi passé, j'ai racheté du Nike suite à sa drop de 20%. Donc, je vous le confirme officiellement, j'ai grossi ma position dans Nike en rachetant des actions autour de 75$. Et pour mieux comprendre ce qui explique la chute de 20% en une seule journée. Donc ça, c'était suite aux résultats financiers. Il faut savoir que Nike, ils ont affiché des revenus qui étaient plus bas que prévu. Et si on compare avec le même trimestre de l'année passée, on constate une diminution des ventes de 2%. Donc ça, c'est par rapport au trimestre de 2023. Mais à mon avis, ce qui a surtout fait peur aux investisseurs, c'est que Nike, ils ont annoncé qu'ils anticipent que le chiffre d'affaires, donc le vente, soit en recul de 10% pour le trimestre qui est en cours. Donc, en d'autres mots, présentement, la grosse problématique avec Nike, c'est qu'ils vendent moins de stock. Et il y a quelques éléments qui peuvent expliquer ça. Premièrement, Nike ont essayé une nouvelle stratégie de vente qui était en fait de miser sur la vente directe, donc via leur site web et leur propre magasin, plutôt que de passer via la distribution avec des grossistes comme Foot Locker. Et c'est sûr que cette stratégie-là de vente directe est plus profitable parce que tu coupes des intermédiaires. Donc à ce moment-là, tu peux vendre full price au consommateur au lieu de le vendre à un prix réduit à quelqu'un d'autre qui va le revendre à profit. Donc l'idée était bonne sur papier parce que niveau profitabilité, c'était meilleur. Sauf que si on regarde les chiffres du dernier trimestre, les revenus des ventes directes sont en baisse de 8% et elles sont à ce moment-là à 5,1 milliards. Et du côté des revenus du commerce de gros, donc avec les intermédiaires, les ventes ont augmenté de 5%, ce qui les amène à 7,1 milliards. Bref, après coup, Nike a décidé de faire marche arrière avec cette stratégie-là. Donc, ils vont mettre moins d'emphase sur la vente directe en ligne et en fait, ils vont juste reprendre leur stratégie initiale avec les grossistes. Et une autre chose qui affecte les ventes de Nike, c'est qu'en magasin, Nike fait face à une compétition qui est accrue, donc avec des marques de souliers comme On Running et Hoka qui sont en train de leur prendre des parts de marché. C'est même moi, personnellement, je suis un gros fan des modèles On Cloud de On Running. Ça veut pas dire que j'achète pas d'autres produits de Nike, c'est juste que ces souliers-là sont vraiment en train de prendre des parts de marché. Il y a vraiment un engouement sur ce type de souliers-là. Mais reste que les Jordan de Nike sont encore les souliers qui sont les plus populaires à travers le monde. Tu sais, d'ailleurs, il y a des collectionneurs de souliers Jordan. Et j'ai pris le temps un peu de faire des recherches sur les modèles un peu plus rares. Puis j'ai vu des paires de souliers Jordan qui se vendaient au-dessus de 30 000 US. Donc, il y a un certain engouement qui reste avec la marque Nike. Et si on se penche sur les ratios financiers de Nike, on peut voir qu'à 75$ par action, ça représente un multiple de 20 fois le bénéfice par action. Et si on compare avec l'historique, donc dans le passé, le prix des actions de Nike était à plus de 30 fois le bénéfice par action. Et comme je vous dis, c'était pendant des années. Donc, avec le multiple actuel à 20 fois le bénéfice par action, ça donne du moins le sentiment que l'action n'est plus surévaluée. Et si on creuse un peu plus dans les états financiers, on peut voir que l'entreprise affiche une marge nette d'environ 11%, un rendement des capitaux propres de 40%. Ils ont également un excellent fonds de roulement, donc pas de souci du côté des liquidités. Et ils ont également un faible ratio d'endettement. Donc financièrement,
il n'y a rien d'inquiétant avec Nike. Tout ça pour dire que oui, présentement, c'est une passe difficile pour Nike. Il y a une problématique du côté des ventes. On anticipe une décroissance des revenus. Donc, c'est sûr que ça fait bien peur tout ça. Mais reste que la rentabilité est encore au rendez-vous. D'ailleurs, dans le dernier résultat financier, on a dépassé le consensus du côté du bénéfice par action. Donc, la grosse problématique, comme je vous dis, c'est au niveau des ventes. Pour moi, c'est quelque chose qui est temporaire. Et oui, c'est plate, une baisse de 20% en une seule journée. Comme je vous dis, je suis actionnaire de Nike, donc j'ai ressenti cette chute-là. Mais encore une fois, je suis très confiant que Nike, c'est une compagnie et une marque qui va continuer à prospérer dans le futur. Donc c'est pour ça que vendredi passé, j'ai décidé de grossir ma position. J'ai racheté d'autres actions. Donc je suis encore actionnaire de Nike. J'ai rien vendu de ce côté-là. Ensuite, j'ai fait un autre achat pour mon portefeuille. En fait, la semaine passée, j'ai également amorcé une nouvelle position dans la compagnie pharmaceutique Johnson & Johnson et ça a été fait au prix de 145,50$ par action. Et honnêtement, ça fait longtemps que l'entreprise m'intéressait. C'est juste que la valorisation me paraissait trop élevée. C'est juste à titre de comparaison, il y a un an, Johnson & Johnson valait 430 milliards de dollars. Aujourd'hui, son market cap est à 352 milliards. Donc, vous voyez qu'il y a eu quand même une chute significative de sa valorisation en bourse. Et l'année passée, le prix représentait 34 fois le bénéfice par action. Et là, on est rendu à 21 fois le bénéfice par action, ce qui me semble très raisonnable pour ce type d'entreprise-là. Et je pense que tout le monde a déjà vu le nom Johnson & Johnson en allant dans une pharmacie, mais je veux quand même vous nommer quelques marques qu'ils vendent. T'sais, on parle entre autres des produits Tylenol, Benadryl, Motrin, Polysporin, Listerine, Nicorette, Imodium, Réactine, et évidemment, il y a tous les produits pour bébés de marque Johnson's. Et en plus de ça, Johnson & Johnson produit également des médicaments. Donc, on peut penser au Stelara, qui est un immunosuppresseur utilisé pour traiter la maladie de Crohn et le psoriasis, donc une maladie de peau. Il y a aussi le Darzalex et le Imbruvica qui sont utilisés dans le traitement contre le cancer. Et finalement, il y a le médicament Invega qui sert dans le traitement des personnes atteintes de schizophrénie. Là, je vous ai seulement nommé les médicaments qui sont les meilleurs vendeurs pour Johnson & Johnson. Et du côté des finances de l'entreprise, c'est vraiment quelque chose que j'aime, c'est-à-dire que c'est une vraie vache à lait, cette compagnie-là. Tu sais, au dernier trimestre, on parle de revenus de plus de 85 milliards de dollars avec une marge bénéficiaire de 45%. Et c'est également une entreprise avec un très faible ratio d'endettement. Pas de problème de dette avec cette compagnie-là. Et elle verse aussi des dividendes à ses actionnaires. Si on regarde au prix actuel, on parle d'un rendement des dividendes de 3,3% par année. Évidemment, 3,3% par année en termes de dividendes, on ne va pas virer fou avec ça. Sauf qu'évidemment, de mon côté, c'est en pensant à l'idée de combiner ce 3,3% par année-là, plus l'appréciation du prix des actions de Johnson & Johnson. Je ne m'attends pas à ce que le prix reste là très longtemps. Je considère qu'actuellement, c'est une compagnie qui est sous-évaluée par le marché. Bref, c'est un peu pour ça qu'à 145$ par action, Johnson & Johnson, pour moi, c'est un bon investissement pour le long terme, surtout comme titre défensif, c'est-à-dire que récession ou pas, ses revenus et ses bénéfices, ils ne seront pas affectés. Là. Ils vendent des produits de base et des médicaments, donc logiquement, les ventes ne sont pas corrélées avec la conjoncture économique. Et là, pour conclure l'épisode, je pense qu'il y a bien du monde qui peuvent se poser la question de comment ça se fait que j'achète autant que ça en 2024 pendant que les indices boursiers sont à des niveaux records. Donc, je vais me répéter encore une fois, même si l'indice SP500 et le Nasdaq sont à des sommets historiques, ça ne veut pas dire que la majorité des actions américaines sont à des sommets records. Parce que je vous rappelle que les 6 plus grandes entreprises dans le S&P 500, ils représentent environ 30% de l'indice. Et dernièrement, les rendements à la hausse sont vraiment concentrés dans
dans les gros titres comme Nvidia, Microsoft, Google, Apple, Netflix. Parce que si on prend l'indice S&P 500 et qu'on attribue la même pondération à chacune des actions qu'il compose, bien, on obtiendrait une hausse d'environ 3% depuis le début de l'année, au lieu de l'augmentation de 15% qu'on a connue actuellement avec l'indice SP500. Autrement dit, la surpondération dans les titres technologiques à l'intérieur du SP500, ça donne l'illusion que, globalement, les actions américaines sont en hausse, ce qui n'est pas le cas. Et pour ceux que ça intéresse, je vais mettre un lien dans la description de l'épisode pour que vous voyez le graphique de l'indice S&P 500 à pondération égale. En anglais, ça s'appelle le S&P Equal Weight Index. Et vous allez voir qu'il y a une bonne différence entre le S&P 500 normal, l'indice que tout le monde regarde, versus le S&P 500 Equal Weight. Et vous allez voir justement la différence que ça fait, la surpondération dans les gros titres technologiques. Et c'est pour ça que même si les indices boursiers sont tout près de leur all-time high, j'arrive à trouver des opportunités d'investissement. Et là, c'est sûr qu'en partant, selon moi, il y a les actions de Nike et de Johnson & Johnson qui me paraissent sous-évaluées. Mais je vois quand même un paquet d'autres titres intéressants. Tu sais, juste pour en nommer quelques-uns, il y a McDonald's que j'ai acheté il y a 2 semaines autour de 150$. Il y a PayPal qui est encore en dessous de 60$. Il y a UPS qui était autour de 134-135$. Et tu sais, il y a aussi tout le secteur pharmaceutique dans son ensemble qui me paraît sous-évalué en ce moment. Tu sais, les investisseurs ils ont délaissé ce secteur-là pour aller miser plutôt sur les titres technologiques. Et à l'exception des compagnies pharmaceutiques qui vendent des médicaments pour la perte de poids comme Novo Nordisk et Eli Lilly, qu'eux autres, depuis une couple de mois, ils sont en hausse. À l'exception de ces compagnies-là, le secteur pharmaceutique, c'est vraiment... c'est un secteur qui est délaissé par les investisseurs. Et là, je tiens quand même à préciser quelque chose. Même si j'ai décidé d'acheter des actions de McDonald's, de Nike, de Johnson & Johnson, Home Depot, Starbucks, ça ne veut pas dire que le prix ne pourrait pas continuer de descendre. Quand j'achète un titre, c'est parce que je considère que je paye des parts à un prix d'achat qui fait du sens par rapport à mon évaluation de la valeur de l'entreprise. Tu sais, oui, j'aimerais ça toujours pogner les actions à le plus bas prix possible, mais tu sais, en tant qu'investisseur à long terme, pour bâtir mon portefeuille, c'est pas ça mon objectif. En essayant d'acheter au plus bas à chaque fois, dans la vraie vie, ce qui arrive, c'est que tu passes à côté de belles opportunités d'investissement. Tu sais, s'il y a bien quelque chose que j'ai appris dans mon parcours d'investisseur autonome, c'est que quand je vois un prix attrayant et que je fais une analyse qui confirme ma thèse d'investissement, ben j'achète direct là, parce que sinon, je vais tout le temps attendre que ça descende plus bas. Puis si jamais après ça, le prix de l'action il rebaisse d'un autre 10%, ben je vais juste grossir ma position dans le titre. Et ça, c'est ma méthode et c'est pour ça que quand je vais amorcer une nouvelle position, je vais utiliser à peu près 5 à 10% de mon encaisse, tout dépendant de l'entreprise, puis tout dépendant de son secteur d'activité, parce que mon achat va se faire en fonction aussi de la composition du reste de mon portefeuille. Par exemple, je ne voudrais pas nécessairement me retrouver avec une pondération de 25% de mes actifs juste dans le secteur de l'énergie. Tu sais, 25% juste dans le pétrole et le gaz naturel. Ce ne serait pas une diversification qui me conviendrait. Tu sais, ma stratégie, c'est que je veux toujours contrôler mon exposition à certains secteurs d'activité et quand j'achète, ben, je veux également me laisser de l'encaisse pour racheter plus tard si jamais le prix des actions continue de baisser suite à mon achat initial. Et des fois, je trouve ça plate parce que je regrette de ne pas en avoir acheté plus parce que 2-3 jours plus tard, c'est déjà monté en flèche. Mais des fois, je suis content parce que, au contraire, l'action drop d'un autre 10% dans les semaines qui suivent. Donc, une chance que je me suis laissé un peu dans la caisse puis que j'ai pas trop pris une grosse position initiale. Donc, je pense que ça résume bien mon approche vis-à-vis la gestion de mon portefeuille. Et pour ceux qui veulent connaître la composition exacte de mon portefeuille avec les prix d'achat moyens, avec la pondération de
de chacun des titres que je détiens, je vous invite à vous abonner à mon infolettre. C'est une infolettre mensuelle, donc une publication à chaque mois. Évidemment, c'est une infolettre payante et à l'intérieur de tout ça, vous retrouvez mon analyse technique des indices boursiers, vous retrouvez les données économiques du Canada et des États-Unis. Vous allez retrouver également les actions qui sont sous mon radar. Donc, en fait, ce sont les actions que je rajoute dans ma watchlist parce que, de un, l'entreprise sous-jacente m'intéresse et de deux, souvent, c'est parce que les actions se rapprochent du prix auquel je serais prêt à prendre position. Mais je vous rappelle que autant les titres que je nomme dans l'épisode que toutes les actions qui se retrouvent dans mon infolettre, ce ne sont pas des recommandations d'achat. Je vous rappelle que je ne suis pas un conseiller financier, je ne suis pas un planificateur financier non plus, je n'ai pas de licence de gestionnaire de portefeuille agréé. Et en fait, le point derrière ça, c'est que n'oubliez pas que vous devez faire vos propres recherches et vos propres analyses avant d'investir dans quoi que ce soit. Moi, je suis seulement un gars dans un podcast qui gère lui-même ses propres placements, qui vous partage ses dernières transactions boursières, qui vous donne son opinion sur l'économie puis les entreprises cotées en bourse. Mais je le répète, je ne suis pas là pour vous dire quoi faire avec votre argent, je ne suis pas là pour vous dire dans quoi investir. Et sur ça, je termine l'épisode. Je vous remercie encore une fois de votre écoute. Si vous appréciez le podcast, je vous invite à laisser un 5 étoiles sur Spotify, à laisser un review sur Apple Podcasts ou à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de Finance 360.